Bonjour à tous ceux qui ont eu le courage de venir sous cette pluie battante. Et bonjour à tous ceux qui sont à distance, puisque contrairement aux apparences, il y a beaucoup d'inscrits pour ce séminaire. Il y avait 220 inscriptions. La pluie nous en a dilué une partie, visiblement. Voilà. Alors, je voudrais laisser rapidement la place, en fait, aux deux événements qui sont prévus aujourd'hui, mais cependant, je voudrais vous présenter un peu le travail qui a alimenté la présentation qu'on vous en fait aujourd'hui et qui est extrêmement partielle. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ce qu'on a appelé les cadres dirigeants ? Je m'expliquerai sur le fait qu'on a mis cadre devant, même si ça n'a pas vraiment un sens très important de mettre cadre, ça n'aide pas à la définition du tout. D'abord, essentiellement, parce que c'est une notion, dirigeant, qui est assez floue, qui est assez imprécise, et qui donne lieu à beaucoup de projections et de représentations. Il y a bien entendu dans la loi des définitions de ce qu'est un dirigeant, que ce soit dans le Code du travail, qui va juxtaposer des éléments, des déterminants de ce qui fait un dirigeant. Cependant, les déterminants qui sont utilisés par le Code du travail, aujourd'hui, ils sont beaucoup trop imprécis pour nous permettre de décider que telle personne est dirigeante ou n'est pas dirigeante, puisque je vous rappelle, ce sont des responsabilités importantes impliquant une indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, ce qui ne tient pas tellement compte de la révolution de l'organisation des temps de travail aujourd'hui. Une prise de décision largement autonome, alors elle serait autonome, ce serait plus précis, mais largement autonome, au fond, on ne sait pas exactement jusqu'où on peut dire que quelqu'un est autonome. Et puis enfin, une rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise, et là peut-être on a un critère qui est un peu ferme. Alors, il y a aussi le Code du commerce qui définit la responsabilité du dirigeant, notamment du dirigeant social, mais ça ne nous dit pas qui sont ces personnes, d'une part, et qu'est-ce qu'elles font. Alors, il y a des études, on en trouve, sur les dirigeants, et j'ai apporté, par exemple, ce petit ouvrage qui est récent, sur la sociologie des dirigeants des grandes entreprises, qui est en fait comme une revue des études existantes de sociologie, mais qui d'ailleurs reste assez indéterminée autour de la définition de ce qu'est le dirigeant. Donc il y a des études qui vont dire de manière collective qu'est-ce qui peut rapprocher des groupes. Mais on n'a toujours rien sur comment est-ce que ce travail, comment les dirigeants se vivent-ils, comment ils se définissent, comment ils définissent ce qu'est diriger, aujourd'hui notamment, et comment ils se définissent au travail. Et c'est ce flou, cette imprécision autour de la notion de dirigeant est le premier argument qui a motivé notre volonté de faire une étude sur le sujet. La deuxième motivation, pour l'ODC, qui est quand même un organisme qui est donc directement participant, rattaché, je ne sais pas comment il faut le formuler, à la CFDT, donc qui vit avec des valeurs partagées avec la CFDT, les dirigeants, ils sont quand même au cœur d'un certain nombre de sujets qui préoccupent la CFDT et l'ODC. Alors, pour commencer, il va y avoir le dialogue social. Les dirigeants ne sont pas forcément directement impliqués dans le dialogue social. Cependant, ce sont eux qui vont désigner ceux qui mènent le dialogue social. C'est toujours bon de connaître les gens avec qui on discute. Le deuxième argument, le deuxième intérêt pour nous, pour la CFDT, c'est que les dirigeants sont, et c'est comme ça qu'on va les définir, ceux qui vont, parce qu'ils sont impliqués dans l'élaboration et surtout la mise en œuvre de la stratégie, qui vont avoir une importance déterminante sur l'organisation de l'entreprise, donc sur le contenu du travail, son organisation et ses conditions. Ce sont eux qui vont être les prescripteurs de normes. Et donc, quand on porte l'ambition de jouer sur les conditions des conditions de travail, les conditions du management, quand on est préoccupé par le constat d'un management vertical et hiérarchique, eh bien,
étudier comme la manière dont travaillent les dirigeants et comment ils fonctionnent, en quelque sorte, c'est le moyen d'aller explorer la possibilité d'une éthique du management qui serait peut-être différente, avec un objet plus centré autour du travail, du dialogue social et en tout cas des échanges professionnels. Enfin, la dernière source d'intérêt pour la CFDT, et c'est un motif qui est plus proche de l'action vraiment directement syndicale, c'est que les dirigeants, et surtout ceux qu'on a choisis, sont des salariés, sont des personnes au travail, et donc susceptibles d'avoir des préoccupations qui pourraient relever d'une parole collective, qui pourraient devenir une parole collective, des revendications, c'est un peu osé à propos des dirigeants, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, ce sont forcément des individus qui sont potentiellement exposés à des risques pour lesquels, à un moment, ils ont besoin d'être défendus, soutenus, accompagnés, et là, l'action syndicale peut avoir sa place. Par ailleurs, parler aux dirigeants, échanger avec eux sur leur travail et en évoquant la question des risques professionnels, c'est ouvrir un champ dans lequel on aimerait bien parfois que le management des entreprises soit plus impliqué. Voilà. Donc, cette motivation, elle explique aussi la méthode que nous avons retenue. Il n'était pas question de faire une étude sociologique, ce n'est pas l'objet de l'ODC. L'ODC, c'est un observatoire. Et bien là, on en a fait un écoutoire. C'est-à-dire que ce qui nous a intéressés, c'est de savoir ce que les dirigeants disent de ce qu'ils sont, comment ils se définissent, comment ils définissent ça, diriger, et comment ils le vivent, comment ils vivent ce travail. Donc, nous avons procédé par entretien, sur la base de questions, bien entendu, organisées en binôme, voire en trinôme, par un groupe de travail qui, à la couleur de l'ODC, est un groupe qui est pluriprofessionnel. L'ODC, il est né, je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter l'ODC, c'est une organisation qui est née, une association qui est née de la rencontre entre la CFDT, des DRH, donc des professionnels du monde de l'entreprise, essentiellement des DRH. Au départ, c'était l'entreprise, c'était entreprise et personnel, l'association qui démarrait, et des universitaires qu'on pourrait étendre aujourd'hui à un certain nombre de personnes qui ne sont pas forcément universitaires, mais qui sont occupées par la réflexion autour du travail et de l'entreprise. Donc, les entretiens, ils ont été conduits avec les membres du groupe de travail, les 8 membres qui sont cités dans la présentation de cette journée, et chacun a, alors on dirait son œil, en tout cas son écoute, ce qui fait que l'analyse que nous avons ensuite réalisée de ces entretiens, elle est plus arc-en-ciel que monochrome. Il est certain que, par exemple, moi, Nathalie Marzac, qui vient du milieu de l'hôpital et du syndicalisme, des cadres dirigeants, de direction de l'hôpital, je n'ai pas la même vision que Bertrand Ballarin ou que Pascal Huguetto. Ou, voilà, on a tous des visions, on regarde d'un point de vue différent. Donc, quel est le résultat? Qui sont ceux qu'on a choisi d'entendre? Ce sont des dirigeants salariés, c'est déjà une chose. Ils sont dans des positions de PDG, de mandataires sociaux, mais ce sont aussi nous on appellerait ça directeurs dans le monde du secteur public, ceux qui ont des fonctions, on va dire, si importantes au sein de l'entreprise, qu'ils font partie du COMEX, ou de ce qui est son équivalent. Ce qui veut dire qu'on peut trouver là des directeurs des filiales les plus importantes ou d'organisations sectorielles, territoriales d'une entreprise, et ce qu'on appelle nous aussi des directeurs fonctionnels, c'est-à-dire chargés des directions support de l'entreprise et qui sont au COMEX. Donc, on n'a pas réduit notre écoute à la tête seulement, ce qui est un peu un penchant qu'on a. Il n'y a pas qu'un seul chef, et même si on voit dans notre étude que la notion de collectif est très largement absente de la manière de travailler des dirigeants, au moins ils sont
plusieurs. C'est clair que quand on dirige, on est à plusieurs. Voilà. Pour ne pas prendre plus de temps, donc notre objectif, c'est d'éclairer une figure qui est ambiguë et dans la manière dont elle parle d'elle-même. Donc, l'analyse à laquelle nous avons procédé et qui donnera lieu à un écrit, elle essaye de rendre compte de cette parole. On a choisi 3 axes pour structurer ce que nous avons entendu. Et puis, il y a 3, peut-être, questionnements transversaux qui vont traverser ces 3 axes. Les 3 axes, c'est devenir dirigeant, comment on devient dirigeant, est-ce qu'il y a des prédispositions, c'est quoi le rôle de l'école, ça c'est des questions qui sont relativement connues, mais ensuite, comment on continue à devenir, comment on apprend, qu'est-ce qu'on apprend, de quoi, par quoi on pense qu'on est formé au fur et à mesure. Ensuite, comment on se définit, on se définit comme dirigeant, ce qui n'est pas du tout la même chose, c'est que soi-même, qu'est-ce qui fait dans sa carrière professionnelle qu'on dise « Ah, là, je suis dirigeant ». Est-ce que c'est le statut de cadre dirigeant qui a souvent une réalité salariale, de rémunération dans l'entreprise? Est-ce que c'est l'entrée au COMEX? Voilà. Donc on a essayé de sonder ce que pouvait vouloir dire se sentir comme un dirigeant. Et puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes qu'on interroge de diriger? Ça veut dire quoi? Ça veut dire décider, ça veut dire avoir le pouvoir, c'est quoi les ressources, que vient faire, quelle autonomie ont-ils? Donc on a, dans cet axe, on a essayé de creuser tout ce qui peut être la définition à la fois par un statut, par des attributs ou par des missions. Et puis le 3e axe avec lequel on a rendu compte de nos entretiens, c'est le dirigeant au travail, et c'est ce qui explique en partie ce titre, c'est que d'une manière ou d'une autre, les dirigeants, ils n'aiment pas dire « je travaille ». Et d'ailleurs, dans nos entretiens, ils disent jamais « je travaille » ou « mon travail », comme si c'était une notion qui ne les concernait pas. Quand on les écoute, quand on regarde un peu de près, quand on essaye d'utiliser les concepts, les catégories des disciplines qui s'occupent du travail, que ce soit la psychologie du travail, par exemple, on s'aperçoit que, si, les dirigeants, ce sont des humains au travail et qu'ils vont mobiliser les mêmes ressorts et que peut-être ils vont être exposés aux mêmes risques. Et on a creusé cette question des risques professionnels, c'est un peu un dada, une obsession, comme on veut, et si les dirigeants ne veulent pas parler de risques professionnels en ce qui les concerne, parce qu'ils se sentent souvent très armés, et c'est pas faux, on aura dans la salle des personnes qui les connaissent bien, qui ont pour fonction de les former ou de les soutenir, et qui pourront dire qu'ils ont des capitaux qui leur permettent de bien résister à la pression. Cependant, ils sont concernés. Voilà. Les 3 questionnements transversaux qui vont peut-être se poser aujourd'hui, c'est à la fois les valeurs. C'est quoi les valeurs des dirigeants? C'est celles de l'entreprise? C'est les leurs? Ça sert à quoi? Est-ce que c'est ce qui protège leur autonomie au travail? Est-ce qu'il y a là un risque d'achoppement et qui peut les mettre en contradiction définitive avec leur travail? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quelle place ça a? Ça, c'est un premier questionnement transversal qu'on a eu. Le deuxième, c'est celui de l'autonomie. Les dirigeants, tout le monde aime dire qu'il est autonome et qu'il veut être autonome. Les dirigeants, particulièrement, pour eux, c'est vraiment un attribut, une condition. Ils le posent vraiment comme une revendication, une condition de leur travail, c'est l'autonomie. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans une entreprise qui est aussi prescrite et qui est aussi dans un cadre qui est aussi tenu par les différentes parties prenantes et leur capacité à prescrire? Et puis, cette autonomie, on sait très bien que ça peut être aussi un leurre, au sens où qu'on l'appelle autonomisation ou responsabilisation, c'est aussi une manière d'être contraint et d'être seul. Et la question de la solitude dans le travail, de l'isolement dans le travail, est une question qui se pose à plusieurs moments
dans cette étude sur les dirigeants. Enfin, le troisième questionnement transversal, c'est celui de la spécificité des dirigeants. Alors, on est à l'Observatoire des cadres et du management. Est-ce que les dirigeants, c'est des cadres comme les autres? Est-ce qu'ils ont quelque chose de plus ou quelque chose de moins? Je ne sais pas. Et puis, donc, on espère que l'écoute nous permet de dire que parfois ils sont comme les autres et parfois ils ont quelque chose qui n'appartient qu'à eux. Et puis, est-ce que finalement, j'ai déjà en partie répondu à cette interrogation, est-ce que ce n'est pas des travailleurs, hein, des gens au travail, des humains au travail, comme les autres? Et cette question-là s'est posée, et c'est important, c'est pas pour... l'objet, c'est pas de s'apitoyer ou de prendre conscience que les dirigeants sont soumis à la pression. L'objet, c'est de penser que si les dirigeants entendent le discours sur les risques professionnels, s'ils sont concernés eux-mêmes, peut-être c'est plus facile pour eux d'être sensibles à cette question et de la mettre dans le cadre de leur activité, dans leur principe d'action. Voilà. J'ai oublié la moitié de ce que je voulais vous dire. Simplement, aujourd'hui, pour conclure, vous allez avoir vraiment un tout petit extrait de l'énorme travail que ça a représenté, puisque nous aurons une première table ronde qui va, s'appuyant sur l'expérience pratique de 3 dirigeants, pardon, c'est Jean-Marie voilà, je laisserai Jean-Marie présenter, mais à partir de leur expérience, comment on peut, en discutant avec la salle, peut-être être étonné, comme nous on a été étonnés dans notre analyse, de ce qu'ils mobilisent au travail et de la manière dont ils se définissent dans une situation particulière. La deuxième partie, la deuxième table ronde, s'attachera au thème de devenir dirigeant et même quelque chose de beaucoup plus fin qui est la formation et l'accompagnement des dirigeants. Parce qu'on n'est pas dirigeant, enfin en tout cas je pense que ce n'est pas une révélation, mais on le devient et on continue à le devenir. Et ça c'est intéressant, c'est très intéressant. Parce que comment on continue à le devenir? On continue à le devenir selon la manière, selon ce qu'on vit et selon la manière dont on est accompagné. Et ce sera vraiment important de voir comment on peut, cette transformation, formation peut être accompagnée. On ne devient pas le même cadre dirigeant, le même dirigeant que ce qu'on était. Voilà, je voudrais remercier tous les dirigeants et c'était donc 31 entretiens que nous avons eus avec 9 femmes et donc 22 messieurs issus de... Donc c'est à peu près représentatif de la place des femmes dans, on va dire, la direction, que ce soit par exemple dans le secteur public hospitalier. C'est les postes de chefferie, comme on dit, occupés par des femmes, c'est à peu près 20%, un peu moins de 20%. Et dans cette étude de sociologie, c'est à peu près, on est autour de 20% dans ce qu'on peut identifier de cadres dirigeants qui sont des femmes. Donc, les personnes que nous avons interrogées, qui nous ont consacré du temps et de l'énergie, viennent de milieux extrêmement différents. Ils sont du secteur public et du secteur privé. Dans le public, à la fois d'anciens, la plupart du temps, responsables ou de responsables d'entreprises publiques, des directeurs, 6 chefs d'établissement hospitaliers, parce que c'est de là que je viens et que je pense, enfin c'est ce qui a déclenché mon idée que les dirigeants, ils avaient quand même ça valait le coup de s'intéresser à leur situation. Et puis donc beaucoup plus de personnes qui viennent du cadre de l'entreprise privée, mais qui y ont des fonctions très différentes. Ça peut être des PDG, des mandataires sociaux, des directeurs fonctionnels, comme j'ai dit, ou des gens qui ont été directeurs de grandes filiales ou de secteurs territoriaux d'une grande entreprise. Et puis au sein de ces dirigeants, il y a des gens qui ont été dirigeants puis qui aujourd'hui ont des fonctions autour de l'accompagnement, la formation, l'accompagnement, le coaching des dirigeants. Donc ils ont parlé à la fois des deux. Je voudrais les remercier et souligner que quand on a des entretiens comme ça, chacun tient le discours qui
va être le meilleur pour lui. Mais je voudrais souligner l'authenticité qu'il y a eu dans ces entretiens et le fait que de nombreux dirigeants n'ont pas hésité à se montrer dans des situations, à se raconter dans des situations où ils étaient en vulnérabilité. Et voilà, donc je pense que c'est un marqueur de l'authenticité de ces entretiens.